aussi un petit peu ma manière de voir en 10 tableaux, en 9 diapositives Néandertal, tout simplement parce que je fais pas mal de conférences en ce moment sur Bruniquel. Et une fois que j'ai fini la présentation de Bruniquel, quand j'attaque sec Bruniquel, on me pose invariablement des tas de questions sur Néandertal. Son origine, sa disparition, l'ADN, etc. Donc finalement, je me suis dit, je rajoute un peu de Néandertal avant en introduction. Donc il y a un premier tableau qui sera un quart, un cinquième de la présentation sur Néandertal, le rappel. Voilà. C'est mon côté un peu prof peut-être aussi. Bon, j'espère que ça ne va pas trop lasser ceux d'entre vous qui sont déjà très familiarisés avec Néandertal. Alors, avant d'arriver à Néandertal, évidemment, il y a le début de l'hominisation, quelque part en Afrique, à des âges qu'on n'ose même plus évoquer, parce que ça change tout le temps. Donc moi, je ne donne plus de datation, mais c'est quelque part au-delà de 3 millions d'années, 2,6 millions. Maintenant, il y a des industries à 3,4 millions. Bon. Alors, il y a une première sortie d'Afrique. Ça, c'est très connu, tout le monde sait ça. Ce qu'on appelle Out of Africa. Out of Africa 1, probablement vers 2 millions, 1,8 million. Ça, c'est à peu près acquis. On ne sait pas trop quel hominidé sera 1,8 million, 2 millions. Parce qu'au début, c'était... Erectus, et puis après c'était Ergaster, maintenant on parle de la enfin bon, vaut mieux parler de Early Homo, des premiers hominines sortent d'Afrique vers 2 millions. Et on a des informations quelque part en Asie du Sud-Ouest vers 1,8 million. En Europe, l'Europe est touchée assez tardivement par le peuplement humain. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un papier sous presse qui va un tout petit peu abaisser cette datation, mais les premiers... preuve irréfutable, indiscutable et acceptée par l'ensemble de la communauté, c'est Atapuerca Cima del Elephant. Vous l'avez ici à gauche sur cette grande frise chronologique. J'ai oublié de vous préciser que le 1,4, 1,2, 1,08, ça ce sont des millions d'années. Donc on est à 1,2 million d'années à Cima del Elephant en Espagne. Ça c'est accepté. Alors après, il y a peut-être un Out of Africa 2 ou un bis, on ne sait pas trop, en tout cas on le voit dans la chronique archéologique, notamment avec l'Acheléen. Est-ce que l'Acheléen sort d'Afrique avec un homme derrière, ou est-ce que l'Acheléen sort d'Afrique avec seulement des bifaces, et donc l'idée d'Acheléen qui se transmet de proche en proche sans sortie biologique? Ça, on ne sait pas encore trop. Il y a pas mal de discussions là-dessus en ce moment. Et puis après, en Europe, il y a très peu de fossiles pour ces périodes très anciennes. Donc on est à Atapuerca vers 800 000 ans, 0,8, c'est 800 000 ans. Un site qui s'appelle Grandolina, qui est à quelques centaines de mètres de Cima del Elephant. Ils ont beaucoup de chance à Atapuerca d'avoir autant de sites aussi anciens. Et là, c'est Homo antecessor. Les Espagnols ont donné un nom à cet hominidé. Et puis après... Vous devinez cet effet un petit peu bleuté là sur le haut de la diapositive. Là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de néandertalisation. Et donc là aussi, gros débat. Est-ce que la néandertalisation est un produit issu en ligne directe de ces très vieux peuplements, ou est-ce qu'il s'agit d'une seconde vague de peuplement qui est un peu plus autonome et qui vient sur ces très anciens premiers peuplements? Ça, il y a encore des discussions, il n'y a pas suffisamment de fossiles. Et donc, voilà, on est sur une lignée. Alors, les anthropologues parlent de lignée Néandertal, Homo heidelbergensis, et on va vers... C'est le début de la lignée qui va voir cette fameuse néandertalisation. Et on la voit très bien dans des ensembles fossiles qui sont assez connus. Cima de los Huesos, que vous avez en haut à droite, en Espagne, toujours à Atapuerca, et beaucoup plus proche de chez nous, l'Arago. Et ça, on est vers entre 300 et 500 000 ans. C'est le début de la néandertalisation. Et j'ai oublié de vous préciser que cette néandertalisation, elle concerne l'Eurasie tempérée et tempérée plutôt septentrionale d'ailleurs. Alors après, on va se rapprocher du focus néandertal. Donc, on ne considère que l'Eurasie septentrionale, avec une particularité très forte, c'est des refroidissements successifs, des cycles glaciaires, interglaciaires, qui alternent, et donc les fameux stades isotopiques
avec des numéros pairs, 4, 6, 8, 10, 12, sont des glaciations, ce qu'on appelait avant des glaciations, maintenant on parle plutôt de glaciaires. Et donc cet environnement très froid va certainement peser sur la néandertalisation. Ce phénomène est relativement lié. Et on a donc le début des phénomènes se marque par des premiers fossiles qui sont assez mal connus, hein, qu'on appelle pré-néandertal. On l'a vu avec Cima de los Huesos et Hilarago, les plus anciens. Et donc, c'est la fin du cycle Homo heidelbergensis. Alors, l'étape suivante va nous intéresser directement, puisque ça va concerner Bruniquel. C'est ce qu'on appelle les néandertaliens anciens. Là, on commence à avoir un petit peu plus de jalons, de fossiles dans la chronique. Et on est grosso modo entre 250 000 et 130 000 ans avant le présent. Il y a toujours des périodes très froides, hein. Les fameux chiffres pairs, là, 8, 6, sont des périodes très très froides, nettement plus froides que l'actuelle, avec des climats que vous connaissez probablement, qui sont équivalents au nord de l'Europe, quasiment la Laponie pour les maximums glaciaires. Et enfin, la fin de cette histoire néandertale, c'est la néandertalisation avec le néandertal le plus classique. Et en fait, c'est celui-là que vous connaissez, que vous voyez dans les livres, que vous voyez dans les expositions, que vous voyez dans les gisements, parce qu'on a pratiquement, si vous voulez, 90% de la documentation concerne le néandertal le plus récent, celui qui est entre 130 et 45 000 ans avant le présent. Et celui-là, on le connaît très très bien. Il est très bien connu, il est bien reconstitué. Maintenant, il n'y a plus trop de débat sur sa reconstitution, sur sa fiche d'identité. Et donc, c'est Néandertal classique qui va disparaître, comme vous le savez, de manière assez brutale. Voilà en 2 diapositives donc ce début de chronique. Alors après, il y a Néandertal, sa vie, son œuvre, mais aussi son portrait que vous connaissez, je suppose. Mais peut-être pour ceux d'entre vous qui découvrez un peu le monde de Néandertal depuis moins longtemps, à gauche, Néandertal, à droite, l'homme moderne, c'est-à-dire nous. Et il y a des différences anatomiques très fortes, assez marquées, qui permettent aux anthropologues assez aisément, à partir du moindre fragment osseux, de caractériser, de statuer pratiquement de manière assez sûre, en tout cas quand il s'agit évidemment de restes déterminables, sur Néandertal, pas Néandertal. Et donc voilà, d'une manière générale, il est beaucoup plus puissant, il a un petit peu de stature un petit peu plus faible, il a des attaches musculaires et des articulations très puissantes. Il y a des petits détails qui, bon voilà, si je prends par exemple le fémur a une section ronde, presque circulaire chez les Néandertaliens, il a une section beaucoup plus aplatie chez les hommes modernes. Donc avec un fragment de mésial de fémur, un anthropologue normalement constitué, il doit pouvoir diagnostiquer des vestiges. Donc ça, vous connaissez probablement. Et puis l'homme moderne, il a une stature beaucoup plus élancée, gracile, une taille un petit peu plus haute en moyenne. Il y a également le crâne. Le crâne est assez différent. Ça, c'est bien connu. Donc, cette diapositive, c'est pour nous rappeler que Néandertal, il est anatomiquement différent. On va voir qu'il est psychiquement, intellectuellement, techniquement, il n'est pas très différent de l'homme moderne. Il est même comparable. Donc le crâne est également assez différent, avec une forme en bombe, un chignon occipital, l'absence de menton, très connu, il y a des dents volumineuses, etc. Et puis, au niveau de sa capacité crânienne, là déjà, on est sur des chiffres et des scores qui sont presque interchangeables. Et il y a même certains néandertaliens qui ont une capacité crânienne supérieure aux hommes modernes. Donc ce n'est pas une question de... Il faut arrêter avec le côté arriéré ou un petit peu en retard ou un petit peu plus ancien de Néandertal. Si vous comparez des Néandertaliens à des hommes modernes d'Afrique contemporains, on peut faire des comparaisons vraiment légitimes. Les seules différences sont anatomiques, seulement anatomiques, et génétiques bien sûr. Voilà, après, pour terminer ce portrait physique,
Souvent, il y a une question qui revient, est-ce qu'il parlait? Évidemment, il parlait. Nous, il y a longtemps qu'on le sait, au niveau de la chronique archéologique, on sait que Néandertal avait probablement un langage même articulé, d'abord parce qu'il y a des os hyoïdes. L'os hyoïde, c'est un petit os qui est derrière le palais, là, et dont comment dire, la forme indique un langage articulé. Ça, on le sait depuis assez longtemps. Et maintenant, grâce à la génétique, on a pu identifier également des gènes, le fameux gène FOXP2, qui est un gène qui signe de manière irréfutable la capacité à l'articulation et au langage parlé. Donc il n'y a pas de doute sur les capacités de Néandertal intellectuelles et langagières. Et enfin, on sait toujours grâce à la génétique qu'il avait la peau claire, probablement en raison d'une adaptation à cet hémisphère nord et à des latitudes très septentrionales. Après, géographie de Néandertal en 3 tableaux également. Avant, Néandertal, c'était l'équation Néandertal égale Europe. Évidemment, c'est l'origine des découvertes. Et puis, progressivement, vous allez voir que les cartes vont nous emmener un petit peu plus loin vers l'est. Alors déjà, sur cette carte, vous avez Néandertal en vert, Europe, et puis vous avez l'homme moderne en rouge au niveau de l'Afrique du Nord. Contemporain, 2 humanités qui se font face. Mais on sait également, depuis maintenant pas mal de temps, le milieu des années 50, que nous avons des Néandertaliens au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, avec des sites fameux. Kebara en Israël, Abmoud en Israël, Taboud en Israël, Dédérié en Syrie, Chanidar dans le Kurdistan irakien et Bizitoun dans le Kurdistan iranien, tout à fait le plus méridional. Et ces Néandertaliens du Proche-Orient sont légèrement différents des Néandertaliens d'Europe et ils sont probablement venus à l'occasion d'un refroidissement de l'hémisphère nord qui était encore un peu plus sévère que les autres, et donc il y a un effet de déplacement des populations vers le sud, et là ils sortent un petit peu de leur Eurasie septentrionale pour venir jusqu'au Proche et au Moyen-Orient. Et là forcément, ils sont face à une autre humanité, les hommes modernes, et nous savons, grâce à la génétique, que depuis très peu de temps d'ailleurs, qu'il y a eu un... Alors... En français, on a du mal à dire certains termes. Donc, même les chercheurs, et même dans les revues de vulgarisation, on parle de interbreeding ou de admixture. Mais en fait, ça veut dire métissage, échange. Et c'est vrai que ce terme a un peu de mal à être traduit en français parfois. Donc, il y a un échange génétique entre les Néandertaliens et les hommes modernes, à peu près vers 70-60 000 ans. Et ça se passe très certainement au Proche-Orient. Alors après, si on va un petit peu plus vers l'est, on sait que Néandertal est présent en Asie centrale. En vert, là, vous avez tous les sites qui ont livré des vestiges de Néandertaliens en Europe, et on vient de voir le Proche et le Moyen-Orient. Et puis là, vous avez deux points verts un petit peu plus vers l'est. Ça, c'est l'Asie centrale, c'est Téchiktash. Il y a un autre site mais que je ne vous le mentionne pas, qui s'appelle comment d'ailleurs? J'ai un trou, ça me reviendra. 2 sites en Ouzbékistan et qui ont livré depuis les années 30 aux chercheurs à l'époque soviétique des restes humains dans un contexte sépulcral d'un enfant qui était attribué de manière assez certaine à Néandertal. Et donc Téchiktash a longtemps été le poste avancé vers l'est des Néandertaliens. Et puis en 2007, des chercheurs paléogénéticiens ont démontré à travers des restes, non pas en étudiant de manière anatomique les fossiles, mais par la génétique, que le patrimoine génétique de restes humains trouvés dans des sites de l'Altaï était tout à fait équivalent à ceux des restes humains d'Europe occidentale. Et ça, c'est dans les années 2007 qu'on a cette assurance-là. Mais nous, préhistoriens, et d'autres d'ailleurs, avaient déjà un petit peu deviné cette... Alors ce n'est pas une colonisation, mais cette présence néandertalienne très loin vers l'est.
Donc c'est l'Altaï russe. Alors moi je considère l'Altaï russe non pas en Sibérie, mais plutôt comme aux confins de l'Asie centrale et du sud de la Sibérie. C'est une petite nuance qui est importante. Alors depuis, il y a trois sites qui ont livré des restes humains néandertaliens. Okladnikov le premier, la grotte Denisova et Cherginskaya. Alors je sais que l'Altaï va être à la mode l'année prochaine, puisqu'il y a des projets d'exposition et d'échange avec nos collègues russes. Alors en fait, cette présence néandertalienne très à l'est, nous on la connaissait depuis assez longtemps, parce qu'ici vous avez une carte des peuplements, et en rouge, il y a la présence de vestiges archéologiques qui sont très comparables, sinon identiques, voire même interchangeables. Et moi, donc en 2006, donc avant les travaux de Johan Creuss et collaborateurs, nous avions déjà vu, et les Russes l'avaient déjà vu et l'avaient déjà dit avant, que très probablement leur moustérien de l'Altaï, de la Sibérie, et même au-delà de la Sibérie centrale, était très certainement en rapport avec Néandertal. Mais l'argument final manquait. Alors, ça ne s'arrête pas là, c'est assez inouï parce qu'on va de plus en plus vers l'Est. Ici, vous avez une carte de l'Eurasie avec, c'est un exemple, c'est la production Levallois, les supports Levallois les plus typiques et leur représentation en Eurasie. Et donc, vous le voyez, il y a une espèce de nuage qui se termine très loin vers l'Est et on voit au-delà du lac Baïkal. Le lac Baïkal est ici. Et il y a des sites qui sont même au-delà. Et ici, on a une limite qui est assez nette, pour le moment assez consensuelle, c'est l'Indus, le fleuve Indus. Et on n'a pas de production qu'on peut attribuer aux néandertaliens à l'est du fleuve Indus. Alors par contre, il y a un poste avancé qui est très intéressant. C'est aux confins de la Mongolie intérieure et de la Chine. On a un site qui s'appelle Shudungu, qui est vraiment le dernier qui livre les productions dites Levallois ou laminaires, qui sont celles qu'on rencontre dans toute cette partie d'Eurasie occidentale. Et moi, je parierais fortement que les auteurs de ces productions, de ces outils, sont des néandertaliens. Et je ne suis pas le premier à le dire, d'autres l'ont écrit un peu timidement. C'est très difficile d'écrire des choses quand on n'a que des arguments très indirects. Et j'ai également oublié de mentionner une colonisation très, très septentrionale en Russie occidentale, à Bizovaïa, avec des dates assez récentes, mais qui sont très probablement également indexées au monde néandertalien. Alors, en fait, ça ne s'arrête pas là, puisque les chercheurs, les paléogénéticiens maintenant, arrivent à identifier dans les restes d'hommes modernes de Chine, qui sont plus récents, 50 000 ans, 30 000 ans, 25 000 ans, ils arrivent à identifier dans les restes modernes de Chine, notamment à Lujiang et à Tianyang, des traits néandertaliens, anatomiquement parlant, au niveau donc anatomique, osseux, mais également au niveau génétique. Et là, il y a tout un enjeu. En ce moment, il y a une espèce de course en Chine pour essayer d'identifier et de comprendre ces échanges entre des hommes modernes et les néandertaliens les plus orientaux. Alors un mot sur l'ADN. Alors vous savez qu'il y a l'ADN mitochondrial. Alors, je ne dirais pas que c'est l'ADN des pauvres, mais c'est un ADN qui permet certaines avancées, mais pas de comprendre tout le développement de la génétique. Et puis il y a l'ADN nucléaire, c'est un peu l'ADN des riches, celui qui a donné des résultats assez spectaculaires dans les dernières années. Dans les années 80-90, les anthropologues ne voyaient pas, n'identifiaient pas dans les squelettes des premiers hommes modernes aucun trait néandertalien. Ils ne voyaient rien de néandertalien dans les squelettes des hommes modernes, les premiers Européens. Mais maintenant qu'il y a l'ADN, on arrive à voir cet héritage néandertalien. Et alors, la différence, c'est que l'ADN mitochondrial, pour vous donner quelques chiffres, moi je ne suis pas généticien, mais je répète un peu bêtement les chiffres que je vois passer, l'ADN mitochondrial, c'est 16 500 nucléotides. Et je vais juste afficher le chiffre suivant.
L'ADN nucléaire, c'est 3 milliards de nucléotides. Donc on passe de 16 500. Donc là, effectivement, on ne voyait rien dans les années 90 et on ne disait qu'il n'y avait pas de croisement entre Néandertal et l'homme moderne. C'est normal parce que l'échantillon, si vous voulez, documentaire, il est extrêmement faible et la capacité à identifier cette trace, cet héritage néandertalien dans les ossements était extrêmement faible. Avec l'ADN nucléaire, maintenant, on arrive à avoir cette information. En plus, on rebat les cartes, puisque à chaque génération, il y a un changement au niveau chromosomique et générationnel, ce qui n'est pas le cas de l'ADN mitochondrial. Donc, il y a infiniment plus de chances d'identifier cet héritage néandertalien. Et donc, depuis, alors c'est très très récent, ça, hein, les milieux des années 2000, on sait maintenant, de manière certaine, qu'il y a un échange entre l'homme moderne et Néandertal, quelque part au Proche-Orient, comme je vous l'ai indiqué. Et ici, dans cette salle, à moins qu'il y ait des Africains qui n'ont jamais été croisés avec aucune autre population, aucune autre ethnie, tous, absolument tous, nous avons entre 1 et 4% d'héritage néandertalien. Ça, c'est absolument démontré et toutes les études sont concordantes en ce moment pour démontrer ce point-là. Alors, dans les années 2006, Svante Pääbo du Max Planck Institute a lancé un immense programme sur le génome néandertalien. Et alors, les résultats ne sont pas encore totalement publiés, mais il a déjà donné quelques indications. Alors, sachez quand même que la différence, si elle est très forte au niveau anatomique, au niveau génétique, la différence génomique plutôt entre Néandertal et l'homme moderne, elle est infime. Regardez, l'homme moderne, le Néandertal est identique à 99,5% à l'homme moderne, à nous-mêmes. Si on prend un exemple avec les proches cousins comme les singes, Pan, c'est le chimpanzé, c'est 95% identique. Donc les chiffres sont quand même assez impressionnants par rapport à toutes ces données de la paléogénétique et de la paléogénomique. Et donc en fait, si vous voulez, le progrès des travaux récents a énormément fait avancer nos connaissances, sauf peut-être dans un domaine. Il y a encore une immense question, c'est l'extinction de Néandertal. Là, il y a encore des travaux qui sont extrêmement discordants. Alors pour terminer avec ce portrait de Néandertal avant de rentrer dans la grotte d'Orbonikel, l'alimentation de Néandertal, CH, C. Alors CH en rouge, c'est chasseur. Petit CH entre crochets, c'est charogneur. Le C vert, c'est cueilleur. Et le C bleu, c'est collecteur. Donc Néandertal, c'est ça, évidemment, comme tous les peuples de chasseurs, cueilleurs, collecteurs, mais encore plus Néandertal. Il a quand même une petite part de charogneur. Donc il est très connu au niveau de son alimentation. On connaît à peu près tous les cas de figure d'alimentation sont attestés, évidemment suivant les périodes, les régions, les biotopes. Il consomme des cervidés, des équidés, beaucoup de bovidés, notamment dans le sud-ouest de la France, parfois un petit peu de léporidés, des lièvres ou lapins, exceptionnellement des oiseaux quand il en trouve. Et puis, de temps en temps, plus ou moins, quelques pachydermes. Mais là, on ne connaît pas vraiment le mode d'acquisition. On n'a pas d'assurance sur la capacité de Néandertal, et d'ailleurs pas plus des hommes modernes, à chasser le mammouth ou le rhinocéros, ou exceptionnellement l'hippopotame. Donc c'est plutôt du charognage. Et parfois, dans certaines régions, on a également de la consommation de mammifères marins. On connaît des sites en Italie, à Gibraltar, en Espagne. Et puis, exceptionnellement également, évidemment, sur les sites littoraux, des consommations, et parfois en masse. J'étais à Gibraltar il y a 15 jours, de coquillages. Il y a des consommations massives de coquillages. Et voilà, ils mangent des moules, des palourdes et autres coquillages quand il est au bord de la mer. Tout ça, on le sait par des analyses isotopiques qui maintenant nous permettent de connaître son alimentation dans les grandes lignes. Et depuis qu'il y a ces analyses isotopiques, on a également des renseignements sur ce qu'on ne trouve pas dans les gisements, à savoir les fruits, les graminées, voire des légumes cuits. On a des informations par rapport à des traces infimes de tartre qui sont conservées sur certaines dents, etc. Et donc on a comme ça quelques éléments
sur des consommations hors viande carnée. Alors Néandertal, évidemment, on le connaît beaucoup plus par son outillage, son industrie lithique. Ça, c'est l'image un petit peu classique, des racloirs, des pointes, sur des supports assez complexes, qu'on appelle le débitage levallois. On a parfois un petit peu de chance et on trouve parfois des restes de bitume, de colle, et les études tracologiques nous montrent des gainages, des emmanchements. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Et puis, le dernier bastion qui résiste encore un petit peu aux études, c'est y a-t-il des pointes emmanchées? Y a-t-il l'utilisation? Il y a même une thèse récemment pour savoir si Néandertal, ou vraiment les derniers Néandertaliens maîtrisaient, par exemple, la chasse à l'arc. On a quelques travaux là-dessus qui essayent de documenter ce secteur de la connaissance de Néandertal. Et puis, on connaît des armes, des éléments qui sont plutôt des gros percuteurs ou des armes de type bola qui peuvent servir à tuer les animaux. Et puis, des travaux récents ont démontré, on a dit pendant des dizaines d'années que Néandertal ne faisait pas d'outils en os ou en bois de cervidés. Et puis, on en a trouvé quand même quelques-uns. Donc, il y a eu ce travail de Marie Sorissi, d'ailleurs, sur des sites périgourdins, Combe-Capelle et le Pêche de Laz, Pêche de Lazé 1, qui démontre qu'il y a utilisation de pièces qui sont assez proches des lissoirs du paléolithique récent. Évidemment, le fonds de commerce de Néandertal, c'est plutôt des fragments osseux. Alors la photo n'est pas excellente, avec des traces d'impact qu'on appelle donc des percuteurs ou des retouchoirs pour des travaux de finition de l'outillage. Et puis récemment, des collègues américains et français et belges ont publié des choses assez étonnantes provenant d'une grotte belge qui s'appelle la grotte de Goyet, où ils ont trouvé des restes humains néandertaliens. Et ces restes humains portent non seulement des cut marks, donc ils les ont découpés et peut-être consommés, mais en plus certains ossements ont servi d'outils. D'outils, en tout cas, il y a un travail de percussion avec certains ossements humains de la grotte Goyet. Ça, c'est quand même assez étonnant. Alors après, il reste un secteur qu'on ne connaît pas très bien, c'est le bois végétal. On a très peu d'éléments. Il y a un site en Espagne, un site en Allemagne ou en Angleterre qui livre quelques éléments, notamment ces fameuses pointes des épieux, comme celui très connu de Leringen. Il faut des miracles conservatoires pour avoir ces vestiges. Alors, le tableau de Néandertal introductif ne serait pas achevé si on n'évoquait pas tout ce qui est lié au symbolisme. Là aussi, on a quand même les collègues ont pas mal fait bouger les lignes ces dernières années. Et on a, les travaux se sont multipliés, notamment sur les traces de colorants. Alors chez nous, c'est plutôt le manganèse qui tient la corde. On a beaucoup de sites avec des restes de manganèse. Et les plus grosses séries sont d'ailleurs périgourdines. Mais il y a aussi l'ocre. Il y en a beaucoup de sites avec de l'ocre. Alors ça concerne plutôt la fin du cycle néandertalien. Les sites les plus récents dans la chronique, ceux qui ont plutôt 60 000, 50 000, 45 000, manganèse, ocre, voilà, deux matières colorantes qui ne sont pas du tout l'apanage des hommes du paléolithique récent ou supérieur, mais qui étaient déjà utilisées de manière assez régulière, pas systématique, mais régulièrement par les Néandertaliens d'Europe. Et puis évidemment les sépultures, mais là c'est d'autres que moi ont dû faire des conférences sur les sépultures néandertaliennes. On en connaît, vous le savez, à peu près une cinquantaine. Les deux grands sites qui sont mentionnés en gras et soulignés, La Ferracie, près d'ici, et Chanidar dans le Zagros, ont fourni à ces deux sites ont fourni presque autant de sépultures que le reste de l'Europe, ou pas loin. Alors il reste quand même des choses assez curieuses avec les sépultures néandertaliennes. D'abord, on ne les connaît pas partout. C'est très bizarre. Par exemple, la péninsule ibérique échappe aux sépultures néandertaliennes jusqu'à présent. Bon, après, il y a un site ou deux qu'on peut éventuellement discuter. Et puis, il ne faut pas oublier parce que là j'ai l'impression de faire un petit peu
panégyrique de Néandertal, que les hommes modernes ont innové dans le domaine sépulcral quelques dizaines de milliers d'années avant les Néandertaliens. On a des grands sites en Israël, KFC et School, qui ont livré des sépultures, parfois même doubles, quelques millénaires avant celles les plus anciennes de Néandertal. Donc en fait, là, il y a eu également un débat sur les Néandertaliens ont-ils imité l'homme moderne en copiant ces sépultures? Et donc on a un petit peu regardé avec les collègues, là, avec Alain Turc et Bruno Moreil, cette question de la datation des sépultures. Alors effectivement, KFC et School ont à peu près 100 000 ans, entre 90 et 120 000 ans. Et nos Néandertaliens sont tous postérieurs aux premières sépultures d'hommes modernes. Que ce soit en Europe, à gauche, là, ou au Proche-Orient, avec les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc effectivement, il y a une sorte de décalage chronologique. Alors, est-ce dû à un manque de recherche ou découverte? Si on regarde un petit peu plus près, en fait, excusez-moi, c'était un peu trop vite. Si on regarde un petit peu plus près, en fait, il existe un autre site au Proche-Orient qui s'appelle Taboun et qui a 160 ou 170 000 ans. Et Taboun a livré une sépulture, très probablement, et apparemment, ce n'est pas un homme moderne, il est plus proche de la séquence néandertale. Alors ça serait très intéressant parce qu'on aura au Proche-Orient 2 arrivées de néandertaliens, une récente, très connue, et une probablement très ancienne, mais malheureusement très peu connue, avec des fouilles un peu anciennes. Et en plus, ça serait une sépulture. Alors là, si c'était confirmé, on aurait un schéma quand même un petit peu différent. Et n'oublions pas, Cima de los Huesos, 300 000 ans, 350 000 ans, avec 28 individus dans un aven, et aucun reste, enfin si, il y a des restes de faune, mais ils sont arrivés de manière différente. On a juste un biface, et on ne sait toujours pas quelle est la signification de cette accumulation tout à fait étrange des 28 individus de Cima de los Huesos. Et là, on est sur des prénéandertaliens. S'agit-il peut-être des premières manifestations de témoignages de prendre soin du corps? Voilà pour l'introduction, j'espère pas trop longue, du monde néandertalien. Vous allez voir pourquoi je pensais que c'était important et intéressant un peu de recadrer cette introduction, parce que les conséquences de la découverte de la grotte de Bruniquel et surtout des datations des structures vont rentrer dans ce jeu du portrait de Néandertal tel qu'on pouvait le faire il y a quelques mois encore. Alors, Bruniquel, nous sommes dans un autre sud-ouest, on va dire, un sud-ouest un petit peu plus méridional. Alors en fait, c'est l'extrême sud des Causses du Quercy, des plateaux jurassiques du Quercy qui sont traversés par l'Aveyron qui se jette dans le Tarn. Et c'est une région un peu bénie des dieux également, puisque sur quelques dizaines de kilomètres, il y a plusieurs dizaines de sites, toutes périodes confondues, du paléolithique ancien, Ligue des Rameaux, paléolithique moyen, puis celle-ci, qui est un site de plein air dans le Tarn, et surtout du paléolithique supérieur, c'est tout ce qui est en bleu ou en bleuté, un petit peu d'Aurignaciens, il y a une occurrence, un petit peu de Gravétien. Pour les connaisseurs, c'est du Gravétien moyen, Burin de Noailles. Et puis surtout beaucoup de Magdaléniens. Ici en bleu un peu plus soutenu, il y a beaucoup de sites magdaléniens dans cette zone des gorges de l'Aveyron. Donc c'est pour vous montrer que la grotte de Bruniquel est dans un contexte déjà bien balisé. Il est tellement balisé qu'on a des vestiges extrêmement spectaculaires qui n'ont rien à envier à ceux de la vallée de la Vézère, qui sont conservés au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye ou au British Museum à Londres, avec des œuvres d'art que les connaisseurs probablement ont déjà vu. Évidemment, le cheval sautant de l'abri Montastruc à Bruniquel. Ici, vous avez un propulseur alors c'est du bois de Rennes, il me semble, de bois de Rennes, avec un mammouth qui provient également du même abri. Là-haut, il y a les rennes suivants qui sont au British Museum. Enfin, c'est des pièces extraordinaires qui sont toutes du magdalénien plutôt moyen. Mais en fait, dans les séquences de Bruniquel, vous avez du magdalénien moyen, inférieur et récent.
Et en haut à droite, la petite Vénus, pas très connue d'ailleurs, en grès, de l'abri, la grotte abri du Courbet, qui est en rive droite de l'Aveyron. Alors, c'est quelques images pour maintenir le suspense Bruniquel. Et ça, c'est la dernière image hors Bruniquel. Après, on va rentrer dans la grotte, je vous le promets. Il y a également 3 grottes ornées, abris ou grottes ornées dans ce secteur des gorges de l'Aveyron. 2 dans le Tarn et une dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn, c'est la Magdeleine des Albies, avec des bas-reliefs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que le bas-relief est quand même assez faible, mais un cheval de profil, en style assez magdalénien classique, magdalénien moyen, et puis une représentation très originale, féminine, d'une femme qui est dans une position relativement lascive. C'est un adjectif que j'ai vu dans les publications. Il y a plusieurs représentations féminines à la grotte de la Magdeleine des Albies. Nous avons les 2 bisons qui ont malheureusement été en partie détruits dans les années 90 à la grotte de Merrières. C'est des bisons en noir et je les ai mis en rouge. Et puis la grotte du Travers de Janoï, qui est probablement d'un âge un petit peu plus ancien. On doit être sur le cycle plutôt gravéto-solutréen. Voilà, alors pour en terminer avec cette introduction, notre grotte de Bruniquel, je ne vous montrerai pas de photos de l'entrée, parce que le propriétaire est très jaloux de sa propriété et ne veut absolument pas en faire la publicité ni être opportuné. Et donc, aucune indication, sinon très vague, en disant « on est en rive gauche de l'Aveyron, quelque part là-bas sur le versant ». Et je vous souhaite du plaisir si vous voulez chercher l'entrée de la grotte, c'est absolument impossible. Alors, l'historique de la découverte, c'est dans les années 90, un spéléologue, un adolescent spéléologue d'ailleurs, Bruno Kowalewski, désobstrue une entrée de grotte, et puis après il appelle ses collègues spéléologues, et très vite ils font une première, et ils vont plusieurs centaines de mètres à l'intérieur d'une cavité qui n'avait jamais été fréquentée par les hommes depuis la fermeture. Alors, dans les années 90, SU, ça veut dire sauvetage urgent, Michel Soulier pratique un sauvetage, enfin une opération de reconnaissance avec François Rousseau, qui avait déjà expertisé la cavité et son intérêt. Et donc, je tiens à le mentionner de manière très forte, parce que c'est un travail qui est remarquable dans des conditions très difficiles. Donc, en 92 et 93, il relève les fameuses structures. Et dans les rapports, ils n'ont pas encore de datation, ils disent « Ah, la calcite, elle paraît vraiment très ancienne, elle est épaisse, elle doit remonter au-delà du... Probablement, ces structures vont remonter au paléolithique supérieur. » Il y a des indications comme ça à la fin du rapport qui sont déjà, à mon avis, très visionnaires. Et puis, 1 an après, ils envoient un échantillon d'un os brûlé trouvé dans une structure à Gif-sur-Yvette, et ils obtiennent une datation qui est supérieure à 47 500 ans. Et donc, ils font une publication qui est passée inaperçue dans la communauté des préhistoriens, puisqu'elle est publiée dans Spelunca, qui indique très clairement que probablement ces structures sont l'œuvre de Néandertal. Et il y a même un petit battage médiatique des années 90. Il y a un grand papier, une page entière dans Libération, il y a des articles dans Le Figaro, dans la presse nationale. C'est même mentionné dans Science. Mais après, assez curieusement, c'est tombé un peu dans l'oubli. Je suppose parce que la datation était juste supérieure à, et avec une datation, c'est un petit peu léger pour être affirmatif. Et donc la partie bleue, là, c'est dans les années 2010, ma collègue belge Sophie Verheyden, qui est spéléologue, spécialiste des spélothèmes, donc des concrétions, vient à Bruniquel, voit une exposition dans le château et demande à visiter la grotte. Elle est accompagnée par Michel Soulier. Et elle se dit, mais c'est pas possible, il faut absolument revenir sur ces structures, les dater, il y a tout un programme à faire. Et donc elle contacte son directeur de thèse, son ancien directeur de thèse, Dominique Gentil, qui travaille avec nous à Cussac. Et Dominique Gentil me parle du projet de Sophie pendant que nous sommes à Cussac. Et donc on se retrouve en mai 2013 sur site pour faire une première visite. Moi je connaissais le site. Je l'avais visité du temps
de François Roseau des années 90. Je me rappelais très bien de ce site et je me suis toujours dit qu'il fallait revenir un jour aussi sur ce gisement pour essayer d'en connaître un peu plus. Et donc depuis 2013, nous enchaînons des opérations de recherche, en général au mois de mai, pendant une semaine ou deux, avec toute une équipe de spéléologues et le concours de la Société spéléo-archéologique de Caussade, et principalement Michel Soulier. Voilà, vous savez tout de l'historique de la grotte. Alors, cette grotte, c'est une grotte qui est assez linéaire, mais dont l'accès est extrêmement difficile. Certains d'entre vous ont dû voir le film qui est encore accessible sur Internet. On a vraiment deux étroitures extrêmement sévères. Et il faut quand même une certaine dose de courage pour les franchir. Et c'est vraiment pas confortable de faire ça 4 fois par jour. Parce qu'évidemment, il faut rentrer le matin, ressortir pour déjeuner, re-rentrer l'après-midi si on fait des journées continues. Je montre cette photo parce que, bon, on est quelques-uns à avoir des bleus à la sortie de la campagne. Et il y en a qui ont... D'ailleurs, il y a certains collègues qui ont refusé de rentrer dans la grotte et qui attendent des jours meilleurs. Alors la galerie est assez longue, hein, elle fait un demi-kilomètre de long. Elle est assez vaste. Une fois qu'on a franchi les étroitures, c'est une galerie très vaste, bon, type Rouffignac ou d'autres. La différence, c'est qu'il y a énormément de concrétion. Une largeur de galerie, voilà, entre 10 et 15 mètres, parfois 20 mètres, une hauteur de plafond de 4 à 7 mètres, donc c'est quand même assez grand. Et puis donc ces fameuses structures qui sont donc à plus de 330 mètres de l'entrée. Attention, de l'entrée actuelle, parce que nous avons toute une réflexion pour savoir s'il n'y a pas une seconde entrée qui serait de l'autre côté, sur l'autre versant. Ça ne changerait strictement rien par rapport à la distance entre l'entrée A et l'entrée B, si on trouve une entrée B, parce que le linéaire est à peu près équivalent. Donc ça ne change pas la réflexion générale. Alors donc, une fois qu'on a franchi cette double étroiture, on arrive au sommet d'un éboulis qui correspond à l'ancien porche. L'ancien porche entièrement colmaté. Et c'est un porche qui est vraiment, moi ça m'apparaît vraiment très très grand. C'est quelque chose qui est, je regarde cette salle, c'est au moins grand comme l'écran ou peut-être un peu plus, certainement une dizaine de mètres ou 12 mètres de hauteur, entièrement rempli, colmaté jusqu'à la gueule et même au-delà, de sédiments, d'éboulis, et le tout en partie calcité. Donc nous avons un programme actuellement pour dater ce qui est en violet sur ce plan, et en violet, c'est la calcite qui va nous servir à avoir un terminus, l'espèce de chapeau final, si vous voulez, qui vient recouvrir sur cet éboulis. Il y a donc cette calcite qui vient baver un peu partout, et on commence à avoir des âges, mais bon, je ne peux pas encore trop vous dire, mais ces âges sont vraiment très anciens. Alors, dès qu'on franchit cet éboulis, on descend au pied de l'éboulis, on arrive dans la salle des Bauges. Et déjà sur cet éboulis, il y a pas mal de faune. Il y a même beaucoup de faune, une faune qui est en surface quasiment. Et cette faune a fait l'objet d'un inventaire par des collègues dans les années 90, notamment Yves Lignereux et Lionel Lafont, et ils ont déterminé de l'ours. Il y a beaucoup d'ours, essentiellement de l'ours. Alors attention, ce n'est pas de l'ours des cavernes, c'est de l'ours brun, Ursus arctos. Ça, c'est une originalité de Bruniquel. Après, il y a du cervidé, cervus et du cerf. Il y a du renne aussi, donc on a du froid et du chaud, enfin du tempéré. Et puis il y a de la microfaune, de la mésofaune, il y a un petit peu de tout. Alors cette faune, elle est dominée par l'ours brun. Il y a un tout petit peu d'ours des cavernes. Mais vous voyez, on a déjà une liste de faune qui est assez intéressante. Donc ours, ceux qui ne connaissent pas le latin, loup, chat sauvage, renard, blaireau, cheval, auroch, cerf, renne, chevreuil, castor, lièvre, et puis chiroptère, oiseau bien sûr. Alors tout ça a fait l'objet d'une thèse en 1996 par un élève de l'École nationale vétérinaire de Toulouse qui s'appelle Lionel Lafont. Et donc nous on revient avec des collègues
à la fois paléontologue et surtout archéozoologue, pour savoir s'il y a une relation entre l'homme et l'animal. Est-ce que certains de ces ossements ont été touchés par les hommes? La réponse peut être oui, parce qu'on commence à voir des choses qui sont brûlées, et il y a au moins une marque de découpe sur un des ossements. Donc là, il y a un travail qui est en cours, qui vient juste de démarrer, et puis on récupère une partie de la faune qui était sortie, et sur lequel revient mes collègues David Cochard et Myriam Boudadzi. Alors après, quand on quitte cet éboulis, on commence la visite, et il y a ce qu'on appelle la salle des Bauges. Tout ce qui est en rouge, là, ces cercles rouges sont des traces de bauges d'ours. Vous voyez, il y a une densité assez importante, avec des restes osseux dedans, et à chaque fois, c'est de l'ours brun. Un petit peu plus loin, on trouve pas mal de traces, de marques, de griffades, de griffures, d'empreintes. Il y a des empreintes dans l'argile qui sont assez bien conservées. Donc on a, on a un site assez magnifiquement conservé qui n'a pas été chahuté par des passages incessants comme parfois on peut constater. Alors après, la grotte de Bruniquel, c'est vraiment un site qui est également assez beau au niveau environnemental, avec des concrétions, des draperies vraiment magnifiques. Il y a également des lacs souterrains. Il y a des petits lacs souterrains avec de la calcite flottante. Alors si je montre ces photos, c'est pas trop de l'archéologie, c'est plutôt on va dire, du décor naturel, mais en même temps, rappelons-nous, ou plutôt je devance un peu que Néandertal a probablement vu la même chose. Peut-être pas exactement les mêmes concrétions, mais on sait qu'il y avait déjà énormément de concrétions, qu'il y avait probablement déjà les lacs souterrains avec de la calcite flottante. Donc il a vu cet environnement-là, s'il a bien été là où je vous emmène. Et je pense qu'on a d'assez bons arguments pour le démontrer. Ça, c'est très intéressant, je trouve, cette espèce de confrontation entre Néandertal et un monde un petit peu étrange, féerique, avec ses concrétions. Alors on arrive à cette fameuse salle de la structure. Donc on est à 336 mètres de l'entrée. Donc cette salle de la structure a déjà fait l'objet, je vous le disais, de relevés dans les années 90, d'un relevé qui a été publié et qui a été en partie daté, avec une première datation. Alors en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ces structures sont dans la plus grande salle de la grotte. Ça, c'est déjà une première information. Et non seulement c'est dans la plus grande salle de la grotte, mais en plus c'est au centre de la plus grande salle de la grotte. Comme s'il y avait une espèce de lieu d'élection, comme si on avait choisi de manière assez réfléchie cet emplacement. Alors cette salle, c'est pas une petite salle, hein, c'est grand, hein, 35 mètres par 25. Quand vous êtes dedans, c'est assez impressionnant. C'est au moins 5 mètres de haut en moyenne. Donc on a un environnement assez monumental, disons. Alors ça, c'est donc le premier relevé des années François Rouzot, Michel Soulier, des années 90. Alors ce que vous avez en jaune, donc, ce sont des concrétions qui ont été arrachées et disposées, arrangées. En rouge, vous avez des concrétions qui sont entières. Et en jaune, des concrétions qui sont fragmentées ou cassées. François Rouzot avait déjà vu ça. Ensuite, il y a une autre couleur, c'est le bleu. Vous avez les taches bleues. Le bleu, c'est ce qu'on appelle des repousses. De repousses, vous en avez en photo ici une qui est très très nette, très blanche. Enfin, il y en a même deux ou trois. Donc des repousses qui viennent sur la structure, qui sont donc postérieures à la structure. Donc la cartographie de ces repousses indique des rangées de concrétions, de stalagmites, qui ont poussé après que les hommes aient réalisé cette structure. Ça, c'est un élément qui va avoir son importance dans les démonstrations. Et enfin, autre information, on a des traces d'arrachement des stalagmites au sol. Il y a des négatifs, on voit très bien, c'est assez net. Il y a il y en a une bonne dizaine dans l'environnement de la structure, et on n'a pas du tout prospecté autour. Il y a une bonne dizaine de traces d'arrachement, de négatifs d'arrachement. Voilà. Et puis donc, je vous le disais, en 93 ou 14, ils envoient Gif-sur-Yvette un os brûlé
assez grand, un grand truc. C'est même un fragment de ulna, donc de radius, donc cubitus d'ours. Et donc, Hélène Valadas donne un résultat, c'est un âge plus ancien que 47 600 ans. Bah, plus ancien que 47 000 ans, ça peut être 1 million. Ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà, le carbone 14 dit c'est plus ancien que. Et donc, on en est resté là. Et donc, ça, c'est la publication en 96. Et assez curieusement, cette première publication a très, très peu été reprise par les chercheurs. En fait, moi, j'en mentionne trois principaux. Il n'y en a vraiment pas beaucoup d'autres, hein. Il y a Michel Laure-Blanchet, dans son bouquin La naissance de l'art. Il y a une page entière sur Bruniquel. Il reprend la description et il décrit la structure en la reproduisant. Après, il y a Jean-Claude, plusieurs fois, il y a 2 papiers de Jean-Claude qui mentionnent Bruniquel et qui indiquent effectivement qu'il y a des structures, que probablement c'est Néandertal. Et si c'est Néandertal, on ne voit pas ce que des structures font dans cette grotte si loin de l'entrée, et peut-être que c'est un lieu de culte. Michel Laure-Blanchet est beaucoup plus neutre sur l'interprétation. Et puis, il y a un chercheur américain, un ethno-archéologue bien connu, qu'on connaît bien dans le sud-ouest, qui s'appelle Brian Hayden, l'université de Vancouver, qui a visité Bruniquel et qui a reproduit également le plan des structures en interprétant, comme Jean-Claude, les structures comme un probable lieu cultuel. Et il est persuadé que c'est donc Néandertal. Et donc là-dessus, nous arrivons en 2012. Alors nous arrivons et nous reprenons des travaux en 2012. On a 2 objectifs. D'abord, relever à nouveau avec d'autres méthodes. Maintenant, il y a la 3D, la photogrammétrie, etc. Ce que n'avaient pas fait François Roseau et Michel Soulier, c'était de décrire précisément la structure, d'inventorier tous les éléments, de les mesurer. Donc on a conçu une fiche, voilà, comme tous les archéologues, on aime bien faire des fiches. Donc on mesure, on classe, on avait besoin de toute cette information pour démontrer que c'était une structure et que ce n'était pas quelque chose d'un agencement naturel. Donc statuer sur ces structures. Et puis le deuxième objectif, ça c'était plutôt la part de Sophie Verheyden et Dominique Gentil, c'était dater ces structures. Et Sophie, quand elle a visité le site, elle a eu cette idée absolument géniale, évidemment, c'était de procéder à des échantillonnages sur les repousses, à la base des repousses qui sont sur la structure, ça donnait évidemment un terminus, mais également de prélever dans le cœur des stalagmites, au moment où les stalagmites ont été arrachées. Si elles étaient actives, elles ont été arrachées. Elles ont donc été. On a interrompu leur vie de stalagmite. Et donc, entre le moment où on interrompt la vie d'une stalagmite et le moment où une repousse commence, ça donnait. On pouvait prendre en sandwich l'âge probable de la structure, avec un peu de chance. Évidemment, parce que si des millénaires s'écoulent entre les deux, ça anéantit un petit peu la démonstration. Quant à la méthode de datation, je ne suis pas physicien, donc je vais juste vous dire, c'est de l'uranium-thorium. C'est une sorte de cousin du carbone 14, mais avec évidemment d'autres protocoles. On date des dosages, des pertes de vie d'uranium dont on connaît la durée de vie, et on fait des équations, et on obtient des âges avec une méthode qu'on appelle ICP-MS, qui permet de prendre d'infimes parties de stalagmites pour obtenir ces datations avec une très très bonne résolution, une bonne précision. Alors donc je vais vous présenter 2-3 diapos sur la description des structures. Alors François Roseau parlait de la salle de la structure. Moi, il m'a semblé qu'il y en avait plusieurs des structures. Donc on voit quand même assez clairement 2 structures annulaires, une très grande qu'on a appelée A et une plus petite qu'on a appelée B. Puis après, il y a 4 autres structures qui sont plus ou moins alignées. Il y en a 2 qui sont à l'intérieur et 2 à l'extérieur, qui sont plutôt des structures d'accumulation. Les deux autres étant des structures circulaires, et tout étant composé de fragments de concrétion. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fait un modèle photogrammétrique, on a extrait ce modèle et qu'on est en train de le transformer par infographie pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, en mettant en blanc les repousses. Donc là, en bleu, ne reste plus que
les éléments qui constituent ces structures. Et donc vous avez une grande structure qui mesure 7 mètres par 4,5 et une petite qui a un diamètre d'à peu près de 2 mètres. Alors, dans nos fiches, on a pu les décompter, on a fait les additions. J'ai fait intervenir un statisticien du laboratoire. Et donc, je me suis lancé, on a créé un néologisme pour qualifier ce matériau de construction qui n'a jamais été réellement décrit, à savoir, on parle désormais de spéléofact pour tout élément de calcite, de concrétion, qu'il s'agisse de stalagmites, de stalactites, de draperies, de colonnes, de planchers, enfin tout élément de stalagmite, de concrétion qui a été en partie, à un moment donné, modifié par l'homme, transformé, déplacé, sectionné, calibré, voire gravé ou peint, peu importe. Donc c'est un néologisme, on parle de spéléofact. Et donc, dans notre salle de la structure, il y a 400 morceaux qui ont été déplacés par les hommes. Donc la plus grande, il y en a 267. Ça représente 29 mètres carrés d'espace, on va dire, aménagé. Le total linéaire, si on fait l'addition de la dimension de chacune de ces éléments, ça représente quand même 112 mètres linéaires de concrétion. Et on a fait un calcul de masse. Alors si certains sont curieux, ils pourront regarder la manière dont on a calculé ça dans la publication. Ça représente entre 2 tonnes 100 et 2 tonnes 4 de matériaux déplacés. Ça nous paraissait très important d'arriver à ce chiffre pour visualiser l'importance de l'agencement. Avant d'aller encore un petit peu plus loin sur la description de la structure, il y a ce qu'on appelle en archéologie la taphonomie. C'est tous les éléments qui, malheureusement, viennent... c'est les obstacles à franchir pour l'archéologue pour reconstituer le site au moment du départ des hommes. Donc il est arrivé des tas de choses naturelles. Donc le premier événement, c'est l'argile. Il y a beaucoup d'argile qui vient napper cette salle de la structure. Et donc, c'est ce qui est en orange sur le dessin. Et donc, vous voyez, là, en fait, nos spéléofacts, ils sont parfois recouverts d'argile, une argile qui peut être ancienne ou beaucoup plus récente. Bon, ça, c'est une argile qu'il faut évidemment éliminer, mais qui nous empêche d'observer de très près les vestiges. Alors, il y a un deuxième élément, c'est l'eau. Il y a de l'eau. On est dans une grotte. C'est un endroit qui est visiblement très humide. Ça, je pense que c'est important pour la fonction du site. Et donc, vous le voyez, on est en permanence en botte dans un environnement qui est parfois gorgé d'eau, voire noyé. Et donc, il y a une partie de la structure qui est sous l'eau même. Et donc ça, pour un archéologue, c'est pas terrible, si vous voulez. Non seulement on est sous terre, mais en plus on est sous l'eau, sous terre. Donc c'est moyen pour l'archéologie. Et puis le troisième élément, mais celui-là, heureusement, il a d'autres avantages, c'est la calcite. Donc argile, eau, et maintenant calcite, évidemment. Forcément, l'eau, ça produit de la calcite. Et donc on a parfois de la calcite, un film, une croûte, voire une très, très, très épaisse croûte. Et là, ces espèces de trucs blanchâtres, là, qui ressemblent à des gâteaux... moi, ça me fait toujours penser à des gâteaux vous savez, avec la page de... bon, ça, c'est une croûte de calcite qui nous empêche même de décompter, de mesurer nos fameux spéléofacts. Donc voilà, ça, la calcite, c'est très bien, mais c'est un sacré biais. Alors du coup, on a demandé à nos collègues informaticiens, la géomaticiens, de retirer le maximum de ces éléments. On retire l'eau, on retire l'argile, on retire la calcite, et on retire par exemple toutes les repousses, pour ne garder que les structures. Donc on a enlevé le nuage de l'alignement de repousses bleutées là, qui était tout à l'heure, pour justement ne faire apparaître que les éléments structurés. Ce n'est pas du tout un trafic, hein, puisque les repousses, c'est très très simple. Hein. C'est des stalagmites qui poussent dessus, donc on sait qu'on peut les enlever. Et donc on obtient cette reconstitution. Alors il y a un élément qui était très important pour publier, c'était de démontrer que c'était humain, que ce n'était pas naturel.
Alors naturel, ça peut être géologique, ça peut être animal. Et la première chose qu'un des reviewers nous a demandé, c'est de mieux démontrer le caractère anthropique et de démontrer que ces structures n'étaient pas le fait des ours, par exemple. Et donc, les calculs étaient très vite vus, hein, parce que vous avez en haut à droite les structures de Bruniquel et en bas à gauche les bauches d'ours les plus grandes qu'on connaisse dans le registre publié, notamment par Philippe Foss. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de contestation par rapport à ce point-là. Et le deuxième point, c'était de démontrer que ce n'était pas un événement géologique. Un effondrement de calcite, un séisme, repris par je ne sais quelle rivière souterraine qui redéploie des stalagmites brisés. Et là, on connaît des modèles, c'est ce on prend les orientations et les pendages, et on fait des diagrammes, ça s'appelle des diagrammes de Schmitt avec l'azimut, la pente, et on observe ça par rapport à des modèles connus. Et quand on a ce type de représentation-là, on est dans la quasi-certitude d'avoir eu un arrangement anthropique, parce que ça, dans la nature, ça n'existe jamais. Et donc, voilà, en faisant ce calcul, grâce à nos petites fiches, on est arrivé à doublement démontrer que ce n'était pas naturel. Alors, quels spéléophates ont-ils utilisé? Alors, ils ont utilisé presque uniquement des stalagmites. Il n'y a pas de stalactite. Sur 400, il y a peut-être une stalactite, et encore, elle est à vérifier. Donc, en fait, c'est pas dur, c'est 99,9% de stalagmites. Si on retire les indéterminables, nous n'avons que des stalagmites. Après, il y a 2-3 éléments de colonne et il y a 2-3 éléments de plancher stalagmitique. Il s'agit de stalagmites simples. Vous avez parfois des stalagmites doubles, hein, qui sont jumelés, voire triples, mais ils ont essentiellement emprunté des stalagmites simples. Donc ils ont choisi leurs matériaux. Après, ils les ont sectionnés, fragmentés, tronçonnés. Et ça, c'est pas naturel. On a évidemment cherché des points d'impact. Pour le moment, il y en a très peu, tout simplement parce que c'est recouvert de calcite et on n'arrive pas trop à les voir. Mais on a beaucoup d'éléments mésiaux, donc la partie centrale d'une stalagmite, elle est cassée aux deux bouts. On a un petit peu de pointe de stalagmite distale et on a un peu moins de proximale, c'est-à-dire la racine. Et après, vous voyez, on a seulement 5% d'éléments entiers. Donc voilà, un travail de tronçonnage, fracturation, segmentation. Donc tous ces calculs nous ont servi à démontrer qu'en fait, ces éléments, ils étaient quasiment calibrés. Et on avait une sorte de module de standard moyen en fonction des structures, évidemment des standards beaucoup plus importants pour les grandes structures annulaires et puis des standards très différents pour les structures d'accumulation dont on ne connaît pas trop la fonction. Je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres. Et enfin, après, ils ont donc accumulé sous forme d'assises, hein, comme des rangs de pierres ou de briques. Et donc, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs et jusqu'à 4 rangs dans un ou deux endroits de la structure, sans compter évidemment les éléments qui se sont effondrés depuis. Et là, on va essayer de travailler sur cette reconstitution de l'appareillage. Je crois qu'on peut parler d'appareillage à certains endroits. Vous le voyez, là, il y a quand même 4 niveaux de stalagmites, de spéléophates, qui sont rangés les uns au-dessus des autres. Donc, on a des éléments qui sont agencés, ils sont calibrés, tronçonnés, et en plus, ils sont agencés. Après, on a observé dans la construction qu'il y avait des éléments de calage. Ils avaient pris à certains endroits des petits fragments de stalagmites, voire de planchers stalagmitiques d'ailleurs, et qui ont servi un petit peu comme des pierres de calage dans un mur en pierre sèche en fait, pour voilà, avoir une meilleure assise. Ça, c'est des réflexes de quand on fait de la construction en mur en pierre sèche, hein. Et on en a quelques-uns comme ça, qui sont assez indiscutables. Et enfin, il y a des éléments qui sont posés à l'extérieur de la structure. Il y en a quelques-uns, notamment là, côté alors, je ne sais pas si c'est le nord ou le sud. Donc là, on s'est posé la question de savoir si c'était soit des matériaux en attente, ou alors des étais pour consolider, ou qui devaient appuyer je ne sais quel matériau périssable qui a disparu. Bon, ça, c'est avec des points d'interrogation. Et enfin, dernier élément, le feu.
Évidemment, on est sous terre à 330 mètres de l'entrée, donc on s'attendait à trouver du feu. François Roseau avait identifié 3 foyers. Il parlait de foyers. Moi, je suis un petit peu plus prudent, je parle de structure de combustion. C'est une sorte de vocabulaire d'attente. Et nous, on est passé de 3 à 18, même 19. Il y a 18 endroits dans la structure qu'on a donc regardé à la loupe en faisant cette prospection centimètre par centimètre, qui nous ont montré des éléments chauffés, très nettement chauffés, très très clairement chauffés. On voit, je ne sais pas si les photos parlent, mais on voit du noir, la partie centrale à droite de la repousse blanche est très très noire, il y a de la suie. Les stalagmites ont explosé, elle est rougie, elle est violette, il y a des accumulations de suie dans certains endroits. On voit des traces d'éclatement, les spéléophages sont fendus, sont craquelés par l'action de la chaleur. Et donc on a cartographié tout ça avec nos fiches. Et donc ça nous donne un truc assez étonnant parce qu'en fait ces traces de chauffe, elles sont évidemment sur la structure. Alors ça évidemment, on ne s'attend pas à trouver des structures de combustion, des foyers sur une construction. On les a plutôt dans la partie centrale, là où on va faire des activités ou vivre. Là on les a sur la structure. Donc là il y a évidemment une interrogation, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas accès au sol archéologique. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est entièrement recouvert de calcite. Donc on marche soit dans de l'eau, soit sur un sol calcité recouvert d'eau ou d'argile. Et on n'a pas encore accès à la couche archéologique qui est dessous, sous quelques centimètres de calcite. Donc c'est peut-être normal, peut-être que l'ensemble est cramé, ou il y a peut-être énormément de traces de combustion. Et d'ailleurs, on a fait un seul carottage, et ce carottage a donné des vestiges brûlés. Donc moi je pense qu'il doit y en avoir beaucoup de vestiges brûlés dans cette structure. Donc on verra, on va voir comment ça va se confirmer. Et puis, dans la seule partie de la structure qui n'est pas recouverte de calcite, la calcite, il y en a partout là en fait, et ça décroît ici. Ici, à partir de là, il n'y a presque plus de calcite. Et là, comme par hasard, on a une accumulation de charbon d'os et de vestiges très très brûlés et assez denses, qu'on n'a pas encore prélevés. On n'a pas prélevé, mais on a fait venir un collègue qu'on connaît bien parce qu'il travaille à Cussac, qui s'appelle François Lévesque et qui fait du magnétisme. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le magnétisme, en plus j'en suis incapable, mais ça consiste à promener des appareils de mesure pour voir les changements magnétiques qui sont dus à des chauffes ou à des structures de combustion. Il y a des signaux qui donnent des réponses différentes, très différenciées, et donc les couleurs que vous avez sur ce plan vous indiquent, si c'est bleu et rouge, il y a un double signal de chauffe d'endroit qu'on peut qualifier d'une structure de combustion. Alors plus c'est bleu et rouge, plus il y a structure de combustion. Et donc on voit très nettement, alors c'est très intéressant parce que non seulement on a retrouvé nos structures de combustion, les 18, vraiment très facilement. François Lévesque, et au bout de quelques secondes, il était très excité parce que les résultats étaient absolument rapides et très très nets, contrairement à Cussac où ça ne marche pas très bien. Et en plus, François Lévesque a identifié des structures de combustion qu'on ne voit pas du tout puisqu'ils sont sous la calcite. Et donc on a d'autres structures de combustion qui nous attendent probablement. Alors, on nous a beaucoup embêtés avec au niveau de quand on a soumis le papier dans cette revue Nature, sur le caractère brûlé des vestiges. Et on nous a demandé de refaire des analyses, de doubler les analyses pour démontrer qu'il s'agissait bien de vestiges brûlés. Je prends cet air un peu là parce que franchement, ça paraît tellement évident qu'on est sur le terrain qu'on s'est dit, la personne qui est en train de nous reviewer, là, nous rapporter notre publication, elle n'a jamais mis les pieds sur un site archéologique. C'est pas ce que c'est que des vestiges brûlés, parce que franchement, les photos, les mesures qu'on avait déjà étaient très largement suffisantes pour démontrer que c'était brûlé. On lui a fait plaisir, il fallait passer pour... voilà, donc on a refait des analyses, et ces analyses, du coup on est revenu sur le terrain, on a prélevé un os brûlé qui était recouvert de calcite, et on a fait des datations sur la croûte de calcite qui scelle cet os brûlé.
Et cet os brûlé, il a été analysé et on a pu démontrer qu'il avait été chauffé à telle température avec des analyses, en veux-tu, en voilà, qui ont pu enfin convaincre ce reviewer un petit peu récalcitrant. Alors ça, c'était le travail de Dominique Gentil. Et puis du coup, on a également prélevé un charbon d'os dans la petite structure que je vous ai mentionné tout à l'heure et qui est en attente d'analyse. Alors ces analyses, les voici, je ne vais pas les commenter, mais pour les spécialistes, ça c'est publié. Donc c'est la figure qui nous a permis de convaincre ce fameux rapporteur et la revue du manière générale de publier, parce que vous savez, pour un chercheur, publier dans une revue comme Nature, c'est extrêmement difficile. Et il y a tout des obstacles à franchir. Et le dernier, c'était celui-là, démontrer qu'il s'agissait bien de matériel brûlé. Et grâce à cette batterie d'analyse complémentaire, on a enfin reçu un avis favorable à la publication. Alors, deuxième volet, ce sont les datations. Alors, je vous ai déjà un petit peu expliqué la méthode. Donc, un double jeu de datation. Des datations sur les fameuses repousses. Vous avez ici une repousse, là, on la voit. Il y en a une très très grosse, là, qui est au milieu de la stalagmite. Donc ce que vous avez couché par terre, c'est ce fameux spéléophyte, une stalagmite qui a été basculée, c'est dans la structure. Et donc vous voyez, il y a un carottage qui vient prendre en écharpe la base de la repousse, mais qui vient également taper dans la stalagmite dite spéléophyte. Et en plus, on fait un carottage à l'extrémité de la stalagmite pour essayer d'avoir une double fourchette chronologique. Donc voilà le principe qui est vraiment dû à Sophie, qu'on a évidemment trouvé très logique et assez génial. Dater la base des repousses et dater le sommet des spéléophytes pour essayer d'avoir une fourchette chronologique. Donc on a fait quelques prélèvements un peu homéopathiques. Alors on a pris le carotier le plus petit qui existe sur le marché pour ce type de prélèvement, parce qu'il s'agit de faire des prélèvements qui font plusieurs dizaines de centimètres. Et le carotier, moi je me suis battu pour que ce soit le moins invasif possible. Au début, ils arrivaient avec des carotiers, parce que les dateurs, ils s'en foutent. Ils arrivaient avec des carotiers énormes. Je dis non, stop. On va prendre le plus petit, c'était 3 cm. Et après, on est même tombé à 2 cm. Donc, on a fait à la fin des carottages de 2 cm. Donc, on a maintenant 22 échantillons de carottes dans la calcite de cette structure, plus quelques échantillons sur les charbons d'os que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc voilà, des résultats donc, sur les charbons d'os, sur la calcite qui recouvre les eaux brûlées, sur les fameuses repousses, sur les fameuses spéléophytes. Et on a fait enfin, je vous le disais déjà tout à l'heure, un carottage dans le plancher stalagmitique au centre de la structure. Et donc le résultat, les voilà. Ça, ce sont nos carottes. Il n'y a pas d'échelle, s'il y a une échelle, ça fait 1 cm. Donc, vous voyez, c'est des trucs qui sont quand même parfois assez grands. Et puis, avec le numéro des échantillons. Et donc, on va commencer par les datations qui concernent la base, le matériau de construction. Et donc, en fait, les hommes, à un moment donné, ils vont dans une grotte, ils prennent des stalagmites. Mais ces stalagmites, bon, si elles sont sèches, elles peuvent avoir 1 million d'années. Alors après, on a une date à 1 million d'années, mais si vous allez dans une grotte, que vous prenez une stalagmite sèche qui a 1 million d'années, qui est morte, ça va vous donner 1 million d'années, mais ça ne va pas vous donner l'âge du prélèvement de la stalagmite. Donc c'est intéressant à Bruniquel, c'est que heureusement, ils ont pris des stalagmites qui étaient actives, pour la plupart. Et donc en fait, il suffit de regarder le résultat le plus récent. Et donc, on a des âges, 217 000, 208 000, 189 000, 400 000, 250 000, 456 000. Et là, il y en a un qui nous donne 177 000. Ça, c'est le plus récent. Et donc, le plus récent a une chance de tomber sur un âge qui est proche d'un prélèvement, en espérant qu'il était prélevé pendant qu'il était actif. Et évidemment, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir la base des repousses. Et la base des repousses, elle était absolument
une excellente surprise. Ça nous donne des âges, et donc là c'est le contraire. Il faut voir les âges les plus anciens. Parce que si vous prenez une stalagmite qui a 10 ans ou 15 ans, ça va vous donner 15 ans. Enfin, je veux dire, une repousse qui a 15 ans, c'est possible. Il y a des repousses qui sont holocènes. Il y a des repousses, on voit, il y a des âges à 12 000 ans. Là. Il y a 12 000 ans, 128 000, c'est déjà pas mal. 168, puis après, il y a deux âges à 177. 175 et 177. Et c'est quand même assez rigolo parce que l'âge du début des repousses correspond à peu près au sommet des spélophytes qui ont été arrachés. Et donc, en fait, il y a un écart de temps très très faible entre le moment où ils ont arraché des stalagmites et le moment où ça a repoussé, et probablement c'était presque contemporain. En tout cas, là, on peut pas les départager. Et enfin, il y a la carotte prise dans le plancher stalagmitique qui nous indique à peu près le même âge. Donc ça, c'est intéressant parce que, en fait, le sol, enfin, nous, on en conclut qu'ils sont arrivés sur un sol calcité et qu'ils ont fait leur structure et que ça a commencé à croître très très vite pendant ou après. Parce que tous les résultats sont pratiquement interchangeables. Donc ça nous donne le tableau final suivant. Si on prend cette échelle de temps avec les courbes climatiques, les stades, les glaciaires, interglaciaires, etc. Vous voyez, ça c'est glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire. Hop, on est dans le stade isotopique 6. C'est donc, pour les non-connaisseurs, c'est 3 glaciaires avant le présent. Donc c'est 3 glaciations avant l'actuelle. Alors c'est bizarre parce que il y a beaucoup de calcite. En général, la calcite, ça suppose de l'eau et c'est plutôt synchrone de climat tempéré, humide. Or là, on est en plein glaciaire. Mais les climatologues ont toujours réponse à tout. Il y a des oscillations quand même qui permettent d'identifier probablement une sorte d'interstade à l'intérieur d'un cycle très froid qui est le 3e glaciaire avant le présent. Voilà. Et donc sur ce schéma, vous avez ici sur la droite, vous avez l'âge des stalagmites qui ont été arrachés. Donc il y en a qui ont 500 000, 500, 400 000, et elles viennent toutes bloquer ici, la dernière à 177 000 ans. Et puis en rouge, vous avez l'âge des repousses, le début des repousses, et le plancher stalagmitique, et la calcite qui est sur les eaux brûlées, et tous ces âges-là, en sens inverse, viennent dans l'autre sens, bloqués sur 176 000, 177 000, et donc on a calculé un âge moyen qui a 100% de chance d'être le bon, qui est à peu près 176 500, plus ou moins 2000. Voilà. Donc c'est un résultat qui est évidemment très très surprenant. Alors après, on peut positionner ce résultat sur des courbes très compliquées pour voir quel est le climat contemporain de Bruniquel à ce moment-là. Ça, c'est un travail qui est en cours et sur lequel je vais peut-être passer un petit peu plus vite pour prendre un tout petit peu plus de temps sur le bilan. Le bilan de ces datations et de ces structures dans une grotte aussi loin de l'entrée. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors d'abord, ça suppose que ces structures, ça veut dire que les gens, ils avaient quand même un projet, parce que vous l'avez vu, il y a quand même des choses qui sont assez réfléchies et qui ne sont pas dues au hasard. Ils ont choisi des lieux d'emprunt de matériaux, ils ont arraché les stalagmites, ils les ont tronçonnés, calibrés, sectionnés, et donc il y a tout un travail préparatoire. Après, ils les ont transportés, parce qu'on a des traces d'arrachement qui sont à plusieurs dizaines de mètres de la structure. Et puis après, il y a le placement de ces spélophytes selon un plan. Ils ont superposé. Il y a des petites astuces architecturales que nous avons vues. Donc tout ça suppose quand même des actes un petit peu réfléchis. Et puis après, il y a toute cette notion qu'on n'a pas trop évoquée jusqu'à présent. On a parlé du feu, mais je n'ai pas parlé d'éclairage. Il faut s'éclairer pour faire tout ça. On ne peut pas faire ça dans le noir. Et quand nous, on va déjà à 300 mètres sous terre, croyez-moi, on fait attention à avoir une lampe pour suppléer une éventuelle défaillance. Donc là, ça suppose une sacrée organisation avec un éclairage probablement portatif. Donc ça, c'est un petit peu nouveau pour Néandertal. On n'a pas de traces de lampe, de torche
avant l'homme moderne et les grottes ornées. Donc cette notion d'éclairage, moi j'y tiens beaucoup. Il a fallu éclairer toutes les actions qui ont conduit à cette installation de la structure. Et puis après, il y a le problème de la fonction de la structure. Je pourrais répondre éventuellement à des questions, mais en général, je passe rapidement, tout simplement parce que nous n'avons pas encore travaillé sur cet objectif-là. Pour le moment, c'était d'écrire, dater. Ça, c'est fait. Maintenant, on va effectivement travailler et ouvrir le dossier fonction des structures. Que peut-on en dire? Et j'estime qu'on ne peut pas encore en dire grand-chose, sinon qu'on peut éliminer des hypothèses peut-être les plus extrêmes pour retenir des jeux d'hypothèses. Il y a le cultuel, bien sûr, mais le cultuel, c'est plutôt par défaut quand on a un petit peu éliminé tout le reste. Avant d'arriver au cultuel, il va falloir voir tout ce qui est économique. Est-ce que c'est un lieu de stockage, conservation de l'eau, prélèvement de matériaux, stockage de choses qui ont disparu, qui sont des matériaux qui ont disparu avec le temps. Tout ça, c'est encore à questionner. Et de toute façon, on n'a pas accès au sol archéologique. Donc, il nous manque encore beaucoup d'éléments pour discuter de tout ça. Et après, on peut déplacer l'interprétation. Et avec tout ce qui est sur la partie gauche, ça suppose, pour un groupe qui a quand même 170 000 ans, qui sont des néandertaliens anciens, ça suppose des discussions, des échanges, quelqu'un qui a conçu un projet et peut-être même une répartition des tâches, des gens qui assistent ceux qui travaillent, qui les éclairent, peut-être même l'expérience d'un spécialiste de la construction, qui sait. Donc on a des choses quand même assez intéressantes pour cette période-là qu'on n'avait pas trop soupçonnées jusqu'à présent. Donc en fait, il y a 3 apports majeurs. Le premier, c'est l'appropriation de l'espace souterrain. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus fort. L'appropriation de l'espace souterrain, jusqu'à présent, les compteurs étaient bloqués sur l'homme moderne, les premières grottes ornées. Alors, suivant les spécialistes, on arrive à Chauvet, les grottes espagnoles. Mais grosso modo, c'est 35, 36, peut-être 40 000 ans avant le présent. Et on va voir qu'il n'y a pas tellement d'exemples antérieurs. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir qu'une espèce antérieure à l'homme moderne s'est appropriée un monde qui est réputé difficile, voire dangereux, et qui est un milieu qui n'est pas naturel. Il est naturel dans le sens environnemental, mais ce n'est pas un milieu naturel pour l'homme. Il est artificiellement approprié, donc c'est un milieu dangereux et un petit peu bizarre. Après, il y a le côté très structuré quand même. Pour ces périodes-là, on n'a pas tant d'exemples que ça de constructions très complexes, aussi étranges que celle de Bruniquel. Il n'y a pas trop d'équivalent en fait. Après, il y a quelques exemples pour le paléolithique beaucoup plus récents, comme dans les cavernes du Volpe en Ariège ou à Chauvet, où ils ont déplacé quelques blocs, mais j'ai regardé les travaux publiés à Chauvet. Il y a 2-3 pièces, 2-3 éléments qui ont été déplacés pour faire une marche. On parle d'un bassin à Chauvet avec encore un peu de prudence. Dans les cavernes du Volpe, il y a quelques éléments qui ont été déplacés, mais il n'y a rien de structuré. Donc on n'a pas tellement d'exemples, y compris pour les périodes plus récentes. Et enfin, il y a la maintenance de l'éclairage que je vous ai mentionné à la fin, qui pour moi est également assez fort, parce que ça suppose probablement des lampes peut-être mobiles, des torches ou des points lumineux qui font relais pour accéder à la salle profonde. Donc en fait, voilà, je vous le disais, si on regarde la chronique et les premières appropriations du monde souterrain, voilà, en Europe, c'est plutôt Chauvet, 35 000 ans, 36 000 ans, l'Aurignaciens. Après, il y a les Espagnols qui ont publié, après Chauvet, des âges un petit peu plus anciens. Là, on arrive à 40 000 ans, 41 500. Mais AMH, en rouge, ça veut dire homme c'est en anglais, mais homme anatomiquement moderne. Donc, c'est Homo sapiens. C'est des grottes ornées. Là, on y va pour faire des peintures, des gravures. C'est une autre fonction que celle de Bruniquel. Ça, c'est l'Europe. Si vous allez sur les autres continents, on a à peu près les mêmes dates avec les mêmes appropriations. En Australie, on connaît des grottes. Il y en a très peu en Australie, mais il y a quelques grottes qui ont des âges à peu près équivalents à ceux de l'Europe.
Bon, il y a des âges un petit peu plus récents, mais comme cette grotte de Cunalda dans le centre-sud de l'Australie, pardon. Et puis, entre l'Australie et l'Asie, vous avez un archipel qui n'a jamais été raccordé à aucun continent. Donc un archipel qu'on appelle Wallacea, c'est une partie de l'Indonésie avec les îles Timor, Sulawesi et d'autres là. Et dans certaines de ces îles, il y a eu récemment, en 2012, des datations de mains négatives, de peintures, qui donnent des âges entre 35 et 40 000 ans, qui sont à peu près équivalentes à celles de Castillo et un peu plus anciennes que celles de Chauvet. On parle des plus anciennes peintures du monde. Voilà, il y a une sorte de concours entre l'île Sulawesi et puis El Castillo en Espagne. Mais à chaque fois, c'est toujours l'homme anatomiquement moderne. Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire quasiment nous-mêmes. Et on n'avait pas jusqu'à présent de preuves, en tout cas de preuves vraiment démontrées de Néandertal dans le milieu souterrain. Au niveau des structures, on a quelques éléments structurés pour ces périodes-là. Ça, c'est le plan d'un site qui se trouve dans le sud des Pays-Bas, à Maastricht, Maastricht-Belvédère. Vous connaissez Maastricht pour d'autres raisons. Alors, ce n'est pas un traité, c'est un site archéologique. Le site archéologique de Maastricht a livré des éléments structurés, des concentrations de vestiges, et ça a 270 000 ans. Donc, des sites structurés, on en connaît, et même des plus anciens que Bruniquel. Par contre, on en connaît beaucoup qui sont beaucoup plus récents et qui sont tout à fait structurés. Il y a un site au Portugal, là, et puis il y a la fameuse cabane de Molodova, très connue. Quand François Rousseau m'avait demandé ce que je pensais de ces structures et qu'il avait sa première datation, il se trouve que Molodova, ça a 45 000 ans. Et lui, il avait 47 000 ans. Donc il a parlé de Molodova, il a mentionné Molodova. Molodova, c'est des structures d'habitat avec des restes de mammouths, c'est relativement différent de Bruniquel. Et puis surtout, tous ces sites sont généralement en plein air. On n'a pas vraiment d'éléments structurés, en tout cas très structurés en grotte, sinon des choses un peu isolées, anecdotiques. Et puis le feu, alors le feu, on le connaît, c'est une question qui revient souvent. Le feu, c'est actuellement l'âge du feu le plus sûr, c'est à peu près 800 000 ans. 800 000 ans au Proche-Orient, dans un site d'Israël qui s'appelle Gesher Ben Yaakov. Il y a quelques sites encore plus anciens en Afrique, mais qui sont discutés. Et ici, vous avez un petit schéma qui nous montre la présence du feu dans les sites néandertaliens. Et plus la barre est importante en orange, plus l'importance, le pourcentage de sites qui ont livré du feu par tranche d'âge est important. Et donc, vous le voyez, Bruniquel, il se situe à une période où il y a seulement 1,47% de sites pour, je ne sais pas combien, 10 000 ans. Enfin bon, c'est des pourcentages infimes de sites qui ont livré du feu de manière récurrente. Et le feu est présent, hein, il existe depuis très longtemps, mais avec des pourcentages de représentativité qui sont vraiment très très faibles. Donc là, Bruniquel, c'est quand même assez dérangeant dans ce bilan. Et enfin, avant-dernière diapo, mais évidemment, celle-là, elle a été pas mal discutée. Comment peut-on positionner ces découvertes-là dans des critères de... Alors, on va finir par, je pense, abandonner le terme de modernité et le remplacer par innovation, des critères d'innovation. À savoir, quand est-ce qu'on trouve les premiers colorants, les premières sépultures, les premières saguets en os, les premières pointes barbelées, les premières traces de pêche lacustre ou marine, etc., les premières collectes de coquillages. Donc tout ça, ce sont des éléments, c'est une sorte de hit parade de l'invention, de l'innovation à travers le monde et à travers les millénaires. Et en bas à droite, enfin en bas, vous avez l'échelle du temps entre l'actuel et ici, ça va jusqu'à 300 000 ans, à peu près 300 000 ans. Et donc, en gris, vous avez toutes les humanités qui ont disparu, soit des Homo sapiens archaïques disparus, soit des Néandertaliens en Europe. Ici, en fait, c'est un schéma qui ne concerne que l'Europe. Et en noir, vous avez l'homme moderne.
Et donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ces innovations, ce hit parade des innovations, on s'aperçoit que si on entoure la partie qui ne concerne que l'homme moderne, donc le paléolithique récent en Europe, et ben en fait, pratiquement tous les éléments, évidemment c'est un choix, tous les éléments, ils existent déjà dans une humanité antérieure qui est celle des Néandertaliens, voire des Néandertaliens anciens. Et en fait, les seuls qui n'existent pas, c'est des pointes barbelées. Chez nous, le harpon n'apparaît qu'avec le magdalénien. Mais si vous prenez le même schéma en Afrique, on a des harpons à 60 000 ans. Donc cette barre-là est différente pour l'Afrique, par exemple. Et puis, en fait, le seul qui résiste invariablement, c'est les représentations figurées. Et ça, effectivement, jusqu'à preuve du contraire, et je pense qu'il y aura beaucoup de mal à faire déplacer ce curseur, ça, c'est une invention qui n'a que 35 ou 40 000 ans, et c'est propre à certaines régions de l'Ancien Monde. Donc, voilà, comment peut-on conclure et finir cet exposé? Voilà, une nouvelle fois, je montre une échelle du temps, des alternances de froid, de périodes tempérées, de périodes très très froides. Et puis, vous avez en vert, bon là, on a 200 000 ans, 200 000, 150 000, 100, 50, et l'actuel. En vert, c'est Néandertal, le monde néandertalien, avec quelques repères. Bon, Bruniquel, un peu tout seul à droite du tableau. Après, il y a Bruno Moret, j'ai fait une présentation au labo, il m'a dit « tu devrais mettre le Regourdou » parce que Bonifay avait écrit que le Regourdou, peut-être la sépulture était dans un milieu non éclairé par la lumière du jour. Mais j'ai regardé les publications, c'est vraiment pas évident. Alors pour faire plaisir à Bruno, j'ai quand même mis le Regourdou, mais ça mérite quand même une vérification. Et tous les sites, tous les indices qu'on avait d'une présence néandertalienne sous terre, on les a vraiment épluchés et à chaque fois, soit c'est toujours éclairé par la lumière du jour, soit il y a un doute sur l'âge de la fréquentation de la cavité. Donc il n'y a pratiquement rien qui résiste à une étude un petit peu approfondie. Après, il y a Gibraltar et ces trois graphismes très très élémentaires dans une grotte de Gibraltar. Mais bon, là aussi, je les mets un peu parce que je suis allé à Gibraltar et je voulais pas les désobliger. Mais franchement, c'est pas tout à fait du même niveau que l'appropriation du monde souterrain par l'homme moderne, El Castillo, Nerja, Chauvet, et puis après Lascaux, Altamira, etc. Ça, c'est l'homme moderne et c'est donc, vous voyez, il y a une concentration chronologique à partir du moment où ça commence, vers 38-40 000 ans. Après, ça devient très très dense. Donc ça, c'est l'Europe. Et si on regarde l'Afrique, en Afrique, il n'y a pas de Néandertal, il n'y a que des hommes modernes, et ils n'ont pas été sous terre. Il n'y a pas de grotte en Afrique où il y a des équivalents de Bruniquel. Et il y a pourtant des karstes en Afrique du Sud, en Éthiopie, dans d'autres régions. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites plénaires en Afrique. Et donc on a en Afrique des choses très innovantes, comme les premières traces de graphisme à Blombos, dans le Middle Stone Age, donc l'équivalent de notre paléolithique moyen, à 80 000 ans, 90 000 ans. C'est des innovations fortes, mais il n'y a pas l'équivalent de nos structurations de Bruniquel, et surtout de cette appropriation du monde souterrain. Voilà. Alors pour terminer, peut-être un mot sur les perspectives. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La topographie. On n'a pas fini la topographie du site. Pour des raisons d'accès, parce que c'est un accès qui est quand même assez compliqué. On est en train d'équiper la cavité avec des passerelles pour les secteurs les plus vulnérables, les plus sensibles. On a un projet d'étude d'une seconde entrée. On pense vraiment qu'il y a une autre entrée à Bruniquel, mais malheureusement, elle est entièrement colmatée. Mais il faut au moins essayer de se donner les moyens d'en comprendre la topographie. Après, on a un gros programme sur les boulis d'entrée avec des datations qui sont en cours, qui commencent à donner. Ces datations sont très anciennes. Donc moi, je suppose, et nous supposons, l'équipe suppose que cette entrée a été fermée très très tôt, avant peut-être la seconde entrée. Après, il y a évidemment toute l'étude des traces qui ne fait que commencer. C'est comme à Cussac, il y a certains secteurs de la grotte que nous n'avons pas encore visités, et notamment l'arrière-fond au-delà des structures.
Après, il y a un gros programme avec Catherine Ferrier sur les traces de feu, parce qu'on ne connaît pas tellement la réponse de la calcite à la chaleur et au feu. On n'a pas beaucoup de référentiels pour cette partie de la documentation. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, la fonction de la structure. Je vous ai un tout petit peu donné des pistes, mais là, franchement, on n'a pas beaucoup d'éléments pour le moment. Merci de votre attention.